Bonjour. Aujourd'hui, je vais poursuivre ma lecture du livre d'Eric Neumann, Dead Psychology and a New Ethic, la psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique. Donc, j'en étais arrivée au chapitre 2 sur l'ancienne éthique, et dans ce chapitre 2, j'étais arrivée au passage qui introduit le concept de bouc émissaire. Donc, je vais utiliser souvent soit le mot alien, étranger ou extraterrestre pour parler, juste pour traduire le terme alien qui est utilisé dans le texte en anglais. Sachant que ça désigne plutôt la notion d'étranger. Pas forcément étranger par la nationalité, mais le fait qu'un être humain soit considéré comme ne faisant pas partie d'une communauté. Dans une nation, les étrangers qui fournissent les objets de cette projection sont les minorités. Si ce sont des races ou des complexions ethnologiques ou encore mieux une différente couleur, leur pertinence pour ce but est évidente. Ce problème psychologique des minorités peut être retrouvé dans les variations religieuses, nationales, raciales et sociales. Elle est cependant symptomatique dans chaque cas d'une scission dans la structure de la psyché collective. Le rôle de l'alien, qui était joué auparavant par d'anciens prisonniers de guerre, est maintenant joué par les Chinois, les Noirs et les Juifs. Les mêmes principes gouvernent le traitement des minorités religieuses dans toutes les religions. Et les fascistes jouent le même rôle dans la société communiste en tant que de même que le communiste dans la société fasciste. Dans l'économie de la psyché, le rôle de l'alien est immensément important. Donc, il utilise le mot outcast, c'est-à-dire la paria. Le rôle de paria de l'étranger est immensément important en tant qu'objet de projection de l'ombre. L'ombre est une part de notre personnalité qui est étrangère à notre ego, notre propre contreposition inconsciente, qui est subversive à notre attitude consciente et sa sécurité, qui peut être extériorisée et de cette façon détruite. Le combat contre les hérétiques, contre les opposants politiques et les ennemis de la nation est en réalité le combat contre nos propres doutes religieux, la sécurité de notre propre position politique et en anglais, il utilise le mot one-sidedness, et c'est pas la première fois qu'il l'utilise. J'essaie de trouver la unilatérale, oui. Donc notre propre notre propre point de vue national de notre je vais recommencer la traduction de cette phrase. Le combat contre les hérétiques, les opposants politiques et les ennemis de la nation est en réalité le combat contre nos propres doutes religieux. L'insécurité de notre propre position politique est l'unilatérité de notre propre conception nationale. Cela va continuer d'être nécessaire pour le collectif de se libérer lui-même en exploitant la psychologie du bouc émissaire
tant qu'il y aura des sentiments inconscients de culpabilité comme phénomène de scission et de formation de l'ombre. C'est notre conscience subliminale que nous ne sommes pas assez bons pour les valeurs idéales qui ont été placées devant nous, qui résultent dans la formation de l'ombre. Et en même temps, cependant, cela conduit également à un sentiment inconscient de culpabilité et à une insécurité intérieure, puisque l'ombre est à l'encontre du rêve de l'ego, ou plutôt de l'illusion de l'ego qu'il est identique avec les valeurs idéales. Cela suit n'importe quelle situation dans laquelle qui est calculée de façon à nous inspirer de la confiance que notre vie est réellement en harmonie avec ses valeurs. Juste après, cela suit n'importe quelle situation qui est calculée pour nous inspirer avec confiance que notre vie est réellement en harmonie avec ses valeurs qui vont être recherchées et exploitées. Donc, la façon la plus simple de réussir ce but est d'exterminer l'ombre dans la figure du bouc émissaire. La seconde classe de personnes qui jouent un rôle, la seconde classe de personnes qui jouent le rôle de victime dans la psychologie du bouc émissaire sont ceux qui sont éthiquement inférieurs, c'est-à-dire les personnes qui ne parviennent pas à vivre de façon conforme aux valeurs absolues du collectif et qui sont aussi incapables de réussir une adaptation éthique par la formation d'une personnalité de façade. Ces personnes qui sont éthiquement inférieures, qui incluent les psychopathes et d'autres personnes pathologiques, et en effet, tous ceux qui appartiennent à une époque psychologique antérieure dans l'évolution de l'humanité sont présentés, punis et exécutés par la loi et ses officiers, ses représentants plutôt. Dans tous les événements où cela se produit, quand ce n'est pas possible pour cette classe de personnes, dans tous les événements où cela se produit, quand ce n'est pas possible pour cette classe de personnes d'être utilisée par le collectif. En période de guerre, en revanche, c'est ce type de personnes, donc les psychopathes, les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter aux valeurs d'une société, sont exploitées. Cette classe aussi est traitée en tant qu'alien et exterminée en tant que corps étranger, puisque la façon la plus spectaculaire de ramener dans la maison du collectif sa propre étrangeté et différence du mal. Je vais retraduire la phrase. C'est très compliqué de traduire ce livre parce que les phrases d'Eric Neumann sont très longues et elles ont une syntaxe très complexe qui est très dure à traduire en français. Donc je vais essayer de retraduire la phrase depuis le début et j'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous arrivez à suivre ce que je dis. Cette classe, donc la classe des psychopathes, aussi est traitée en tant qu'alien et exterminée en tant que corps étranger, puisque c'est la façon la plus spectaculaire de montrer au collectif
sa propre étrangeté et différence, en fait, c'est pour montrer sa propre différence par rapport au mal. C'est-à-dire que euh, les personnes moralement inférieures permettent aux autres de ne pas se sentir mauvais. C'est à titre de comparaison. En comparaison de ces personnes, l'être humain ordinaire qui n'est pas psychopathe va se sentir prémuni contre ce mal. Va sentir qu'elle n'appartient pas à cette catégorie de personnes, comme si c'était une espèce différente. La solennité avec laquelle cette extermination du mal est mise en œuvre par le collectif est dérivée de la signification collective d'origine dans laquelle le sacrifice du bouc émissaire se produit à un niveau primitif. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il est pratiqué toujours des cérémonies de sacrifice du bouc émissaire, sauf que de nos jours, ces cérémonies sont plus métaphoriques que concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a... là, c'est moi qui donne des exemples d'aujourd'hui, mais par exemple, quand il y a un attentat terroriste, la personne du terroriste va être utilisée comme projeter le mal. C'est-à-dire que on considère que cette personne ne fait pas partie de l'humanité, qu'elle représente le mal et que c'est comme si elle n'était pas de la même espèce que les êtres humains ordinaires qui sont censés être bons. Alors, et donc la façon dont ces individus sont présentés, c'est une autre dans le discours des hommes politiques, des journalistes, c'est une autre façon de faire une cérémonie de sacrifice du bouc émissaire. Afin que les êtres humains ordinaires puissent se sentir bons en comparaison. Les représentants de l'Église et de l'État prennent part à l'exécution du jugement qui est porté sur la victime de la psychologie du bouc émissaire de la façon la plus orgueilleuse, d'une bonne conscience, de la façon orgueilleuse d'une grande conscience. Et le soulagement ressenti à la fois par l'individu et par le collectif de cette élimination du mal qui est là-bas est palpable dans chaque cas. Donc Erich Neumann explique avec d'autres mots ce que j'ai essayé de vous expliquer sur la façon, par exemple, des attentats terroristes sont présentés. Dans ces deux cas, les victimes de la psychologie du bouc émissaire, excusez-moi, donc là, Erich Neumann a présenté une première classe de victimes de la psychologie du bouc émissaire qui sont les étrangers, concrètement, donc les minorités. La deuxième classe, ce sont les psychopathes, les personnes qui sont moralement inférieures à la moyenne. Et donc, à ce sujet, Erich Neumann dit que ces deux classes de victimes de la psychologie du bouc émissaire sont interchangeables. Car ce n'est pas seulement l'homme mauvais dont on fait l'expérience en tant qu'étranger, mais c'est cet étranger, à son tour, qui est expérimenté en tant que mal. C'est un des faits les plus élémentaires de la psychologie humaine. C'est un leitmotiv qui peut être tracé de façon ininterrompue depuis la psychologie des primitifs jusqu'à
la politique dirigée contre les étrangers du contemporain, c'est-à-dire les États civilisés. Il y a encore une troisième classe, et là c'est très important, là c'est moi qui fais un commentaire, cette troisième classe de victimes de la psychologie du bouc émissaire. Il y a une troisième classe de personnes qui sont isolées en tant que victimes de la psychologie du bouc émissaire. Ce sont ceux qui se tiennent avec le contraste le plus intense possible par rapport à la classe moralement inférieure que nous venons de décrire. Cette troisième classe de victimes consiste dans les personnalités qui sont en réalité supérieures. Par exemple, les leaders et les hommes de génie. De nombreuses coutumes sociales fournissent des illustrations de cette tendance primitive de faire un rituel sacrificiel à l'encontre des meilleures personnalités et des personnalités les meilleures et les plus remarquables, et de les exploiter en tant que bouc émissaire pour l'expiation des péchés de son propre collectif. C'est probablement le lien qui connecte les vestiges totémistes que Freud avait mal compris en tant que patricide. Le meurtre rituel du roi dans les toujours anciens de l'histoire humaine et la doctrine du sacrifice mortel du Dieu souffrant. Donc là, je fais un petit commentaire. Ce sujet du Dieu souffrant est d'actualité en cette période de Pâques, car dans la religion chrétienne, elle suit la passion du Christ. Et donc le Christ représente dans ce cas le Dieu souffrant. Et donc, il est littéralement le bouc émissaire. Nous allons continuer. Probablement, Erich Neumann va en parler par la suite. Ces deux motifs sont interconnectés. La capacité représentative de la personnalité remarquable le qualifie pour servir de représentation sacrificielle du point de vue du collectif devant la face des pouvoirs. Je ne sais pas ce qu'il entend par les pouvoirs. En même temps, cependant, du point de vue du collectif, la personnalité remarquable est regardée de nouveau en tant qu'alien. Les occupants des positions marginales, qu'elles soient des personnalités inférieures qui sont en dessous de la moyenne collective, ou des personnalités supérieures qui ont la témérité de s'élever au-dessus d'elles, sont sacrifiés par les masses dont l'indolence élémentaire les rend leur ôte la volonté de bouger de leur propre position au milieu. En fait, ce que Erich Neumann veut dire, c'est que le fait que les occupants des personnalités, donc de la classe des moralement inférieures et de celle des moralement supérieures, elles sont sacrifiées par l'homme moyen de façon à l'encourager dans sa propre médiocrité. Normalement,
l'histoire des nations civilisées est aussi caractérisée par le sacrifice de certains individus remarquables à travers, et bien que ce soit aussi le fait du pouvoir concentré avec laquelle l'histoire elle-même se produit. Socrate, Jésus et Galilée étaient les membres d'une série qui ne se termine pas. Donc j'ai parlé du Christ, mais également le philosophe Socrate a joué ce rôle de bouc émissaire en tant que personnalité moralement supérieure à l'époque donc de la démocratie dans l'ancienne Athènes, en Grèce, pendant la période dans le contexte de la Grèce antique. Donc Socrate a été condamné à mort parce que sa philosophie, sa façon de faire de la philosophie dérangeait la bonne société athénienne. Toutes les nations et toutes les périodes ont contribué à ce que ce sacrifice du bouc émissaire, de bouc émissaire de ce qui est remarquable, de l'individu remarquable, même si le rituel n'est aujourd'hui plus conscient mais inconscient, c'est quelque chose qui met en doute le progrès, le fait que ces sacrifices continuent à se produire. Je ne vais pas citer des personnages contemporains, mais il y en a encore toujours aujourd'hui des personnalités qui se comportent de façon héroïque ou qui portent un message très important, qui sont salis publiquement et très critiqués par la masse. Que ce soit cette réaction de revanche prise par le collectif et en raison des demandes excessives culturelles qui leur sont faites par la personnalité remarquable, est une question que nous n'examinerons pas ici. Alors, ce qui veut dire, c'est que il ne va pas aller trop loin dans cette analyse, mais il dit qu'il est possible que la raison pour laquelle le collectif se venge autant de l'individu remarquable est que par son exemplarité, sa simple existence fait ressentir de la culpabilité aux autres et les fait se sentir inférieurs. Et c'est pour cela qu'il se venge. Il est cependant essentiel de réaliser que l'ombre inconsciente de laquelle le collectif essaie de se libérer avec l'aide de la psychologie du bouc émissaire, agit encore dans la cruauté qui accompagne le sacrifice du bouc émissaire. Même si le collectif demeure inconscient de cette relation. Donc la cruauté du sacrifice qui s'exerce lors du sacrifice du bouc émissaire vient de l'ombre.
de façon qui de façon authentique aux principes élémentaires de la psychologie du bouc émissaire, l'esprit conscient se croit lui-même identique aux hautes valeurs et commet les atrocités les plus horribles dans la confiance en soi la plus sublime, dans un acte de conscience la plus claire. Toutes les guerres, et en particulier les guerres de religion, toutes les guerres de classe et tous les conflits de partis politiques fournissent des exemples de cette coexistence entre une bonne conscience dans l'esprit conscient et une irruption de l'ombre dans le domaine de l'action. Donc, il y a un autre exemple qu'il ne vient pas de citer, mais qui est qui illustre le mieux, d'après moi, ce problème, c'est l'Inquisition, au cours de laquelle l'Église a exterminé des hérétiques et se croyait d'agir du côté du bien, même si dans ses actes, elle s'est comportée de façon très cruelle. Donc cette cruauté vient de l'ombre. Nous devons distinguer ici deux classes de personnes. Ceux qui suppriment l'ombre d'un côté et qui combinent une attitude ascétique et héroïque par rapport à la vie avec un sentiment conscient de culpabilité et avec de la souffrance, et ceux qui répriment à la fois leur sentiment de culpabilité et la souffrance causée par eux, par le fait qu'ils restent inconscients. Dans les deux classes, nous trouvons la conséquence du déni de ce qui est négatif et un renforcement inconscient du négatif en pratique, en allant jusqu'au sadisme et attendez, je cherche juste trouver le bon mot pour traduire ça. Jusqu'au sadisme et à la luxure la plus bestiale. Oui, le désir la passion la plus bestiale pour la destruction. La différence entre eux est seulement celle-ci. Dans la classe ascétique, le sadisme est proche de la conscience et assume une forme rationnelle et systématique, tandis que du point de vue de la classe qui réprime le mal, c'est-à-dire les masses, ce sadisme est dans la forme d'une émotivité sauvage qui submerge la conscience. Le puritanisme et l'Inquisition, le légalisme juif des pharisiens et la discipline très stricte des Prussiens, de la mentalité prussienne, sont tous sujets de cette même loi psychologique. La sévérité de l'attitude ascétique est compensée par un sadisme agressif qui trouve une façon de s'exprimer dans les institutions contrôlées par les ascétiques dirigeants. Un groupe qui est particulièrement scindé
parce qu'il est identifié de façon consciente avec les valeurs éthiques et en même temps inconscient de l'ombre qu'il produit, en addition avec des sentiments inconscients de culpabilité et un sens psychologique d'insécurité qui est une compensation pour une attitude qui est sûre de soi. La répression devra être continuellement sur la défense contre son ombre, puisque le renforcement inconscient de l'ombre la rendra de plus en plus difficile pour l'ego et l'esprit conscient. Il deviendra de plus en plus difficile pour l'ego et l'esprit conscient de ne pas prendre connaissance de son existence à un certain moment du processus. La scission intérieure causée par cette aperception de l'ombre, donc par cette méconnaissance de l'ombre, conduira à un sentiment inconscient d'infériorité et à des réactions du type de celles découvertes par Alfred Adler. Ce sentiment d'infériorité sera surcompensé par une tendance à exagérer sa propre... je vais essayer de trouver le bon mot pour traduire, ce n'est pas toujours évident. Sa propre auto-validation et culminera dans un renforcement de la répression. La projection de l'ombre va maintenant devenir systématique et le résultat final sera des réactions paranoïaques des individus et même de nations entières dont l'agression, les tendances agressives réprimées réapparaîtront sous la forme de peur de persécution par d'autres personnes et par le monde entier. Des slogans comme la politique d'encerclement, la théorie du complot des protocoles des sages de Sion, les blancs, les noirs, le péril blanc, noir et jaune, ce qui conduit le monde à la domination du capitalisme ou du bolchevisme, etc. Et tous ces systèmes paranoïaques servent un seul et même but, qui est de réprimer l'agression et le côté et l'ombre chez ceux qui sont victimes de cette paranoïa. Donc, juste pour faire une autre parenthèse, c'est ce qui se produit aujourd'hui avec les théories du complot. Et les théories du complot, donc il y en a depuis très longtemps, et il y en a eu particulièrement beaucoup au XXe siècle, et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, ou plutôt il y a beaucoup plus de personnes qui adhèrent aux théories du complot depuis le début de cette pandémie. Et l'adhésion aux théories du complot, c'est une forme de paranoïa qui est causée par la répression de l'ombre. Donc, un groupe d'individus va être désigné comme les grands méchants qui contrôlent le monde, et cela va permettre donc aux personnes qui vont croire qu'un petit groupe de personnes domine le monde, ça va leur permettre, eux, de se sentir bons en comparaison. Et ça va leur ôter tout sentiment de culpabilité.
Dans le collectif, ce type d'auto-validation trouve son expression dans les méthodes traditionnelles d'éducation et de justice pénale. Ici aussi, nous rencontrons un compromis de la psychologie du bouc émissaire qui, sous le prétexte de conduite éthique, autorise sa propre ombre de pouvoir agir en lui infligeant une punition ou de la torture. Le contexte de ces opérations de l'archétype de l'ombre sont en fait fournis à divers degrés par de telles expressions institutionnelles par des expressions institutionnelles comme les exécutions collectives, des punitions de travaux forcés, la prison et les établissements pénaux de tout genre, la probation et même l'école et la vie familiale. Donc, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que l'école et la vie familiale sont sous l'emprise de règles assez autoritaires. Et donc, ces règles éthiques autoritaires sont en réalité sous l'influence de l'archétype de l'ombre. Toutes les lois sont basées sur la punition, c'est-à-dire non pas sur la connaissance du collectif lui-même en tant que faisant partie... Non, je vais recommencer cette phrase. Toute loi qui est basée sur la punition, c'est-à-dire non pas sur la connaissance que le collectif a sa part dans la culpabilité de chaque personne qui commet le mal, n'est rien d'autre que, alors je vais chercher la traduction lynch law en anglais. Lynch law, c'est lynch, c'est le lynchage, donc de la justice populaire. Donc je vais recommencer à traduire cette phrase. Toute loi qui est basée sur la punition, c'est-à-dire non pas sur la connaissance que le collectif a, non pas sur la connaissance que le collectif prend part à la culpabilité de chaque personne qui connaît le mal, n'est rien d'autre qu'une justice populaire sous un autre nom. C'est-à-dire, là je vais faire un autre commentaire, cela me fait penser, je vais plutôt faire une autre parenthèse, c'est-à-dire que ça me fait penser au livre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, dans lequel un des personnages les plus importants de l'histoire, le starets Zosim, reprend cette phrase qui lui aurait été dite par son frère quand il était jeune. Et une des phrases les plus symboliques du roman, c'est qui est je suis coupable pour tous. Je vais essayer de la lire en entier parce que c'est très important par rapport au texte que nous sommes en train de lire. C'est la notion le concept de l'omniculpabilité. Chacun de nous est coupable devant tous
pour tous et pour tout, et moi plus que les autres. Cela veut dire que quand le mal est commis de façon plus générale, ce n'est pas seulement la personne qui commet l'acte qui est coupable, mais c'est la société, c'est la communauté humaine entière qui est coupable du mal. Donc c'est une notion qui est très difficilement acceptable pour la conscience morale de l'homme ordinaire. C'est pourquoi le Staret Zosime est présenté comme un saint dans le livre de Dostoïevski, parce qu'il représente une attitude éthique qui est encore inaccessible à la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas capables, lorsque, par exemple, lorsqu'un meurtre va être commis, la plupart des personnes ne seront pas capables de se sentir coupables eux-mêmes de ce meurtre. La plupart des personnes, quand ils vont voir un acte de cruauté, quand ils vont voir un acte qui va exprimer le mal, ils ne se sentiront pas concernés, ne se sentiront pas responsables de cet acte. Et Erich Neumann, c'est ce qu'il désigne c'est ce qu'il essaie d'expliquer quand il parle de connaissance, que le collectif lui-même a sa part dans la culpabilité de chaque personne qui commet le mal. La forme institutionnelle de la psychologie du bouc émissaire est utilisée par les tenants de l'ancienne éthique, c'est-à-dire par les dirigeants de l'ancienne éthique, c'est-à-dire par la classe dirigeante des ascétiques, principalement en tant qu'instrument de culture et de civilisation. Son côté émotionnel, de l'autre côté, joue un rôle plus signifiant et même catastrophique dans l'histoire de l'humanité. Les institutions de la psychologie du bouc émissaire ne possèdent plus leur caractère original, orgiastique. Alors, je cherchais ce que ça signifie. Oui, donc qui est relatif aux orgies, aux fêtes de Dionysos et de Bacchus. Les institutions de la psychologie du bouc émissaire ne possèdent plus leur caractère originel orgiastique, qui ont rendu possible dans les temps anciens une rédemption du collectif du problème de l'ombre par ces moyens, en célébrant un rituel d'exécution en présence de toute la tribu. Dans ces circonstances, il y a un besoin urgent et redoublé pour le collectif de se libérer de ces instincts agressifs qui se sont accumulés en son sein sous la forme d'une explosion de violence. De cette façon, au moins, cela produira au moins un soulagement transitoire. Un soulagement transitoire peut être obtenu de cette tension causée par ces énergies qui ont été enfouies. Les déversements qui résultent
et qui prennent part au caractère d'épidémie de masse lancent leur furie sur les classes de boucs émissaires dans le collectif. En même temps, cependant, le phénomène basique de la psychologie du bouc émissaire que nous avons décrit en tant que projection de l'ombre joue aussi un rôle décisif dans les disputes internationales entre les collectifs que nous appelons les guerres. Aucune guerre ne peut être menée si l'ennemi ne peut pas être converti en tant que porteur de la projection de l'ombre. Et le désir et la joie du conflit guerrier, sans lequel aucun être humain ne peut être induit à prendre part, à se battre dans une guerre, est dérivé de la satisfaction de l'ombre inconsciente. Les guerres sont corrélatives à l'ancienne éthique et la guerre est l'expression de la percée de l'ombre du collectif. Donc ce qu'explique Erich Neumann, c'est que à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est en raison de la répression de l'ombre du collectif cette fois, et non pas de l'individu. Nous voyons la même constellation psychologique en œuvre dans le cas de l'individu. Toute nation qui est possédée par une inflation de bonne conscience se sait elle-même être identique avec les hautes valeurs de l'humanité. En réalité, elle s'identifie à ces valeurs et prie avec une bonne conscience à son Dieu, et prie son Dieu avec une bonne conscience en tant que quintessence non diluée du côté lumineux qui est bien sûr lié à un devoir de le récompenser d'une victoire. Mais cette inflation de bonne conscience n'est pas dans la moindre mesure n'est pas perturbée par les agissements de l'ombre bestiale. La scission entre le monde des valeurs éthiques dans l'esprit conscient et la négation des valeurs et le monde anti-éthique de l'inconscient qui a été supprimé ou réprimé génère des sentiments de culpabilité dans la psyché humaine et des accumulations d'énergie bloquées dans l'inconscient. Naturellement, ceux-ci sont désormais hostiles à l'attitude consciente, et quand ils arrivent finalement à percer, ils sont capables de transformer le cours de l'histoire humaine dans une orgie de destruction qui ne s'est jamais produite auparavant. L'ancienne éthique doit être rendue responsable, non seulement du déni du côté obscur, mais aussi de la création de la scission qui en résulte, dont la guérison est aujourd'hui d'une importance cruciale pour le futur de l'humanité. Plus le futur progrès de l'humanité en dépend. Et non pas à un faible degré, le futur progrès de l'humanité dépend, et pas à un faible degré, de la façon dont dépend de la possibilité
de prévenir ce processus de scission dans la psyché collective. Je vais lire une note de bas de page au sujet de l'ombre bestiale dont j'ai parlé plus haut. Aujourd'hui, il est vrai, certaines différences peuvent être discernées entre les nations. La conscience bestiale totale de la répression peut en réalité coexister avec de grands degrés de conscience qui reconnaissent l'élément négatif dans la destruction en tant que négatif et accepte avec une nouvelle sorte de responsabilité morale. Donc là, je viens de terminer le chapitre 2 de ce livre d'Eric Neumann, La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique. Donc ce chapitre s'appelle l'ancienne éthique. Donc c'était un chapitre très important parce que il décrit cette psychologie du bouc émissaire, ses causes et ses conséquences. Donc, pour résumer, les causes de la psychologie du bouc émissaire sont la répression et la suppression du côté obscur par la conscience, de façon à ne plus ressentir de culpabilité en raison de l'impossibilité de l'homme ordinaire de vivre en accord avec les valeurs élevées de la société dans laquelle il vit. Comme l'être ordinaire n'est pas capable de vivre en accord avec ses valeurs morales, il va se scinder intérieurement pour pouvoir garder une bonne conscience. Le résultat, que ce soit par la suppression, par la répression qui consiste à nier ces aspects négatifs, à ne pas en avoir conscience, ou la suppression qui consiste à se punir soi-même ou à s'auto-flageller, que ce soit d'une manière ou d'une autre, le résultat sera la formation de l'ombre dans l'inconscient collectif, individuel d'abord et collectif ensuite, qui va aboutir à des guerres et à un déversement de violence. Et également, la psychologie du bouc émissaire aura pour conséquence des violences et des persécutions, donc à l'égard de trois classes de personnes dont nous avons parlé. La première classe, ce sont donc les étrangers, les minorités. Donc soit les étrangers, soit ça peut être les personnes handicapées, ça peut être toute personne qui ne correspond pas à la norme du collectif. Donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle l'ethnocentrisme, le fait de rejeter, voire de persécuter toute personne qui ne correspond pas, qui ne fait pas partie du groupe. Et donc ça, c'est la première classe de personnes qui sera persécutée, la première classe de victimes de la psychologie du bouc émissaire. La deuxième classe, là c'est également très important, ce sont les criminels, les psychopathes, les personnes qui sont moralement inférieures à l'individu moyen dans le groupe. Et donc cette classe de personnes est utilisée pour préserver la bonne conscience de l'individu moyen du groupe, qui va se sentir bon en comparaison de ces individus bestiaux et criminels. Et enfin, la troisième classe d'individus persécutés, ce sera les personnalités exceptionnelles, les héros, les saints, les génies,
toute personne qui fait que l'individu moyen se sent inférieur parce qu'il n'arrive pas lui-même à vivre selon les hauts critères, les hautes valeurs que représentent ces personnes. Donc, le chapitre suivant concernera, le chapitre 3 concernera les étapes du développement éthique. Le chapitre numéro 4 concernera la nouvelle éthique, qui va arriver seulement au chapitre 4. Chapitre 5, ce sera les buts et les valeurs de la nouvelle éthique. Et ce sera tout. Après, il y a des annexes concernant l'ombre et d'autres concepts. Donc j'espère que tout cela vous sera utile dans votre propre cheminement.